quelques parasites qui indiquent l'arrivée d'un bonus 390, qui fait suite donc à l'épisode 390 que nous vous avions proposé avec deux chroniqueurs, à savoir à savoir d'un côté Xavier, chaque fois Xavier et de l'autre Sébastien, David, Nicolas. Voici Nicolas et Paprenel. Donc 15 minutes max, c'est la durée d'un bonus pour pas prendre trop de votre temps et vous laisser l'opportunité d'aussi écouter d'autres podcasts technologiques ou non, et de prendre le temps aussi, peut-être simplement de vivre sans écouteurs dans les oreilles, de respirer tranquillement, pas par les oreilles, respirer, mais voilà. On pourrait faire de très très longs épisodes tout le temps, mais vous n'auriez plus le temps de rien faire, ce serait bête, donc on préfère vous donner du temps libre. C'est ce qu'on fait avec ce bonus de 15 minutes, parce qu'il reste des infos dont on n'a pas parlé dans l'épisode, évidemment, vous connaissez le principe. David, on commence par toi pour parler de Corsair. Corsair sort sa RAM non binaire. Corsair, le fabricant de RAM, justement, de mémoire RAM. Un fabricant de RAM, oui. Pas de kayak. J'imagine Sébastien déjà dans cet épisode. Et donc, non-binaire. Oui. Du coup, voilà, okay. Donc, j'en avais parlé dans un podcast précédent. Donc, on annonçait la RAM DDR5 non-binaire. Je pensais que c'était un gros canular, mais en fait, ça avait un intérêt assez intéressant. Ouais. Et en fait, voilà, ça se concrétise. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, Gigabyte a annoncé que leur carte mère basée sur les chipsets Z790 d'Intel supportait officiellement la RAM non-binaire et supportait une capacité de 192 gigas en total sur 4 barrettes. Les processeurs Intel de génération 12 et 13 qui étaient spécifiés pour avoir maximum 128 gigas de RAM ont été mis à jour officiellement supportant 196 gigas. Grâce à la RAM non binaire, et Corsair sort finalement les premières barrettes de RAM non binaire avec les prix annoncés. Donc on va avoir le kit de 48 Go de 2 barrettes de 24 pour $192 et le kit de 96 Go pour $392, ce qui est un prix relativement acceptable parce que moi, je m'attendais à avoir des prix relativement astronomiques et 96 gigas de DDR5 pour 400, on va dire 400 €. Je trouve ça très acceptable et donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour les gens qui ont peut-être pas assez que 64 gigas et que 128 est un luxe ou que 128 est un petit peu à l'étroit, mais acheter une plateforme qui supporte 256 est un peu hors de prix. Ben voilà, il y en a pour tous les goûts. Moi personnellement, ça m'intéresse très fort parce que je suis à 128 gigas et je suis un peu à l'étroit, et 256 je dois passer une autre plateforme qui coûte très cher, donc voilà, je suis content. Autrement d'un doute, parce que je vois qu'ils les vendent par paire, est-ce que ce type de RAM ne permettait pas justement d'utiliser un nombre impair de barrettes dans une configuration? Non, c'est justement, c'est non-binaire dans le sens que ce n'est pas une capacité mémoire qui est 2, 4, 8, 16, 32, 64. On utilise des valeurs intermédiaires. Mais par contre, oui, on peut utiliser un nombre impair de barrettes, mais par contre, les barrettes mémoire travaillent en double canaux, par exemple, ce qui veut dire que si on utilise une seule barrette, on a une bande passante qui n'est que la moitié de ce qu'elle pourrait être en utilisant 2 barrettes. C'est traditionnel d'utiliser les barrettes 2 par 2 justement pour cette raison-là, et donc ils vendent des kits de 2 barrettes. Mais rien n'empêche d'en utiliser. On dit du RAM ou de la RAM? On dit de la RAM. Oui, je sais pas, on dit de la RAM dans tous les cas, même quand c'est en kayak. On dit des RAM en fait. Et ce sont des paires non binaires. C'est ça qui est bizarre. Donc voilà. Mais merci pour ce complément d'enquête, comme on dit dans certaines chaînes de télévision. Xavier, WhatsApp, une fonctionnalité à venir dans WhatsApp. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ah, tu t'attendais pas à ce que je parle de WhatsApp, hein?
Non. Monsieur Signal, on tient à signaler. Voilà, moi je suis petite pour parenthèse, Signal. il nous vend du Signal depuis que Signal existe à la place de WhatsApp. Donc tout d'un coup, il nous parle de WhatsApp. Tout est possible. Demain, je peux vous C'est parler ça, de Facebook. mais peut-être justement que ça pourrait inciter certains encore plus à bouger. Enfin, en tout cas, moi, ça va pas me pousser à rebasculer vers WhatsApp. En fait, WhatsApp est en train de tester une nouvelle fonctionnalité dans le but évidemment de vous faire rester encore plus longtemps sur l'application, hein, puisque c'est Meta, donc la société qui développe Facebook, qui est derrière WhatsApp. Et WhatsApp va développer une fonctionnalité qui porte le simple nom de newsletter. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir souscrire à des newsletters dans WhatsApp. Alors cette newsletter ne seront pas cryptées de bout en bout puisque c'est du one-to-many, c'est-à-dire que c'est un émetteur vers plusieurs destinataires. Et ici, Meta annonce que ça n'a de toute façon pas beaucoup d'intérêt de crypter ces données. Donc ceci dit, les personnes vont pouvoir souscrire du coup à des newsletters plutôt que de le faire par email. Est-ce qu'il y a un intérêt à être pollué de newsletters dans sa messagerie, de recevoir une notif à chaque fois alors qu'on l'est déjà par mail? Je ne sais pas, à vous de juger. Mais heureusement, il y a quand même un point positif, c'est que les groupes auxquels on va, enfin moi j'appelle ça un groupe, mais donc on va souscrire à une newsletter et heureusement les personnes qui ont souscrit à la même newsletter ne vont pas pouvoir voir qui y a souscrit et leur nom leur numéro de téléphone, etc. C'était une des craintes que j'avais. Ici, ce sera pas le cas, heureusement. Mais donc, est-ce que vous avez envie, vous, de souscrire à des newsletters en plus dans WhatsApp? Personnellement, c'est absolument pas mon cas. Sous l'appellation, alors déjà WhatsApp, ça, on évacue le sujet. Sous l'appellation newsletter, je la comprenais pas bien. Et puis j'ai vu dans l'article que tu nous mets en référence, qui était un article de 01net, dans l'article, on s'interroge sur savoir si c'est une fonction inspirée de Telegram. Et là, je comprends mieux parce qu'effectivement, dans Telegram, on peut faire un compte qui va dans un seul sens en fait, qui ne fait que publier, comme une page en fait, hein, qui ne fait que publier du contenu. C'est ce que nous faisons par exemple pour partager sur Telegram notre veille technologique. Tout l'ensemble des chroniqueurs, vous le savez, échangent durant la semaine différentes news. Et bien ces news, on les partage sur Twitter, sur Facebook et sur je perds mes mots. Sur Mastodon, pardon, oui, et sur Telegram. Et donc si vous vous abonnez à ces différents comptes, eh bien vous aurez accès également à ces informations. Et donc là, je comprends mieux l'intention. Je trouve que le newsletter est mal inspiré comme nom. Ils auraient dû trouver autre chose s'ils voulaient vraiment le proposer de manière intelligente. Voilà. Et je trouvais que c'était pas ça qui me tenterait d'installer WhatsApp en tout cas. Non, mais c'est ça. C'est pas non plus un produit d'Apple. On peut pas appeler ça comme ça. Mais je trouve que c'est une fonctionnalité dans Telegram. C'est une fonctionnalité intéressante. Par contre, j'avais découvert ça en installant Telegram et je trouve ça plutôt pas mal comme solution. Allez sur Telegram ou Signal. Par exemple, oui, effectivement. Et pour 100 newsletters auxquels on a souscrit, on a un petit badge bleu gratuit. C'est ça, ça m'étonnerait fort. Tiens David, garde la parole parce que tu vas nous parler de YouTube et du stockage illimité sur YouTube. Oui, c'est un petit article sur lequel je suis tombé. C'est plus un hack d'ailleurs. C'est sur le site Hackaday que j'ai trouvé ça. Donc un stockage illimité en utilisant YouTube grâce à de la stéganographie, ou plutôt ici c'est moins stéganographie, c'est plus de l'encodage vidéo. Et donc il y a dans les liens, donc il y a lien vers l'article et lien vers la page GitHub qui contient le software. Ça permet donc d'encoder un fichier en une vidéo, qui est une vidéo pixelisée soit en noir et blanc ou soit en couleur. Et on peut uploader d'énormes QR codes, quoi. C'est un peu ça, quoi. Oui, ou qui ressemble à de la neige, quoi. Quand c'est animé, ça ressemble un peu à de la neige, à du bruit. Donc c'est encodé. Il parle que la vidéo fait à peu près 4 fois la taille des données dans la manière la plus
plus optimisé. Je n'ai pas testé, mais à mon avis, en pratique, il faudra une taille un peu plus grande que ça. Et donc, ça permet de pouvoir uploader la vidéo sur YouTube il conseille de le faire en mode non publié et de par après retélécharger la vidéo, la faire passer dans le programme pour récupérer ces données. Et YouTube, pour l'instant, n'a pas de limitation en quantité de vidéos qu'on peut uploader dessus. Et il trouve ça comme moyen marrant ou intéressant de stocker des quantités de données entre guillemets illimitées sur YouTube, jusqu'à qu'évidemment que YouTube détecte que ce sont des vidéos sans intérêt ou commence à limiter ou à rendre payant le stockage vidéo. Alors oui, enfin ça c'est. Moi je trouve que c'est un petit hack rigolo. Qui mange pas de pain, et c'est une démonstration amusante. Puisqu'on parle de YouTube, je fais une toute petite parenthèse. On a beaucoup parlé dans l'épisode, enfin beaucoup, on a en tout cas parlé dans l'épisode de modèles payants pour les réseaux sociaux. On a parlé de Twitter par exemple et de Meta, en tout cas de Facebook et Instagram. YouTube risque aussi d'aller dans une voie payante pour si tu veux consommer de la vidéo de qualité. Enfin, quand je parle de qualité, je parle pas de contenu, je parle de la qualité de la vidéo. Donc, parce que des personnes qui chipotent un petit peu autour de YouTube ont découvert que il allait y avoir un modèle 1080p avec un meilleur bitrate prochainement. Donc on pourra toujours aller de 340 à 1080 en progressif sur YouTube, et même en 4K si on veut, mais après à un certain stade le bitrate sera amélioré moyennant paiement si vous voulez voir de la vidéo en très bonne qualité. Donc on l'imagine sur un écran télé ou sur de la télévision plutôt propre, machin, plutôt que sur un petit smartphone. Ça n'aurait aucun sens de ce côté-là. Je ferme la parenthèse. C'est vrai que la compression est un petit peu agressif. Moi, ça m'est déjà arrivé d'uploader des vidéos en 4K pour les regarder en 1080p parce que la compression utilisée en 1080p dégradait trop la vidéo. Oui, ça dépend un petit peu de ce que tu envoies aussi dans le tuyau. Quand tu envoies déjà quelque chose qui est très compressé, il le dégrade pas du tout. Par contre, il a même tendance un peu le booster. Enfin, un tout petit peu, oui. Enfin, c'est vraiment pas vraiment mais ils ont de bons codecs par contre, parce que quand tu le télécharges après, tu le télécharges en 720 et c'est un 720 avec un taux de compression assez élevé, mais de bonne qualité. Je ferme la parenthèse sur ces considérations techniques sur la vidéo. Pour donner la parole à Xavier, il reste 2 minutes pour parler musique. Xavier de Spotify qui ajoute une fonctionnalité grâce à l'intelligence artificielle. La revoilà, l'intelligence artificielle. Ouais, et c'est de nouveau un truc que j'aime pas. J'ai décidé de parler de choses que je n'aimais pas aujourd'hui. Voilà. dans le bonus. En fait, Spotify veut devenir votre DJ personnel basé sur de l'intelligence artificielle. Alors, Spotify utilise déjà une technologie de personnalisation. Il vous propose des musiques ou des découvertes sur base de ce que vous avez écouté par le passé, de ce que vous avez aimé, etc. Mais ils veulent rajouter à ça un petit effet DJ, donc le gars qui faisait poupou dans les soirées et qui vous annonçait les prochains morceaux à venir. C'est quelque chose que moi je déteste fortement. Mais ici, ils vont utiliser la technologie d'OpenAI, notamment pour définir des informations pertinentes sur la musique, sur les artistes, sur les genres qu'on écoute. Ils veulent comme ça augmenter l'expertise de leurs éditeurs qui connaissent déjà pas mal de styles musicaux et qui ont une culture vraiment de la musique poussée. Et ils vont également utiliser une plateforme vocale d'intelligence artificielle. On en avait parlé, donc des intelligences qui étaient capables, par exemple, d'analyser, de reproduire votre timbre de voix, etc. Ouais. Ici, Spotify a racheté Sonantic et va donner vie à des voix qui vont être vraiment fortement réalistes. Ils vont se baser pour ça sur un des animateurs de leur première émission matinale de Spotify qui s'appelait The Get Up. Une personnalité qui a apparemment été fort écoutée par les auditeurs de Spotify sur
un podcast, et donc en gros on va avoir vraiment une animation par un DJ, mais qui sera générée de toutes pièces par l'intelligence artificielle dans Spotify. Personnellement, je n'y vois pas un grand intérêt si la pertinence des suggestions est déjà bonne, quoi. C'est ça, et puis c'est pas très respectueux pour les DJ et pour les gens qui prêtent leur voix à des animations de ce genre. Voilà, je trouve ça un peu, voilà. Bon, c'est pas le genre de truc totalement appréciable, et ça ne me fait pas remonter Spotify dans mon estime. C'est la fin de ce... Et je suis d'accord. Voilà, merci beaucoup David, ça c'est bref, précis, et si vous êtes d'accord vous aussi, dites-le. Sinon, ne dites rien. Merci Xavier, merci David. On se dit évidemment à très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres chroniqueurs. Vous savez, vous connaissez l'affaire. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Salut.